Alors, bon midi à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. On est très heureux d'être à nouveau avec vous ce midi. Une partie du midi pour répondre à vos questions et ça nous fait plaisir d'être là gracieusement et de redonner un petit peu aux gens. Donc, aujourd'hui, c'est pas un 2 pour 1, on a un 3 pour 1. On est en compagnie de Jean-Philippe Claude. Salut Jean-Philippe. Salut Yvan. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. En feu? En feu, comme tous les lundis midi. Yes, sir. On a également Jean-Pierre Dussault. Salut Jean-Pierre. Allô, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre, peut-être tu peux te présenter? Oui, c'est ça. Moi, je vous parle en direct de la Ville de Québec. Donc, je suis coach, formateur, accompagnateur avec le club depuis une dizaine d'années. Évidemment, je gagne aussi ma vie avec mon parc immobilier. Donc, chambre étudiante, logement meublé, logement standard et commercial au centre-ville de Québec. Donc, on dit souvent d'être expert de son secteur. Donc, le mien, c'est vraiment Québec-Centre-Ville, donc les quartiers Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec, Saint-Roch, à quelques kilomètres les uns des autres. Et tous les secteurs sont bons. Les gens me disent, on va investir dans tes secteurs. Tous les secteurs sont bons, il s'agit de les connaître. Donc, on a vu des gens réussir au club n'importe où. C'est juste de devenir expert de ce qu'on achète parce que le prix d'une même bâtisse n'a pas la même valeur. Si on vous demande combien vaut un 5 logements, OK, à quel endroit? Sur le plateau Mont-Royal, peut-être 1,5 million. Puis à Shawinigan ou Trois-Rivières, peut-être 125 000. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout est en conséquence et il faut acheter en conséquence. Excellent. Merci Jean-Pierre. Belle présentation. On répond déjà à des questions, c'est bon. On a une qui a été posée par notre ami Nicolas Tremblay, qui demande, suite à la baisse des taux d'intérêt des derniers mois, cela aide pour le RCD et donc fait augmenter les valeurs économiques. Est-ce que cette augmentation de valeur économique fait augmenter la valeur marchande des immeubles sur le marché? Évidemment, normalement, il ne devrait pas avoir de lien entre la valeur marchande et le financement, mais si la banque est prête à financer plus, vous êtes prête à mettre un certain montant pour acheter l'immeuble, évidemment, vous allez payer plus votre immeuble, vous allez payer plus cher pour votre immeuble. On fait un exemple. Vous avez 500 000 injectés dans un projet, la banque finance 1,5 million, vous êtes prêt à payer 2 millions pour l'immeuble. Et si le financement augmente à 1,6, 1,7, évidemment, vous allez être prêt à payer 2 100 000 ou 2 200 000 selon les chiffres qu'on prend. Donc, oui, indirectement, vous allez payer plus cher parce qu'il y a plus de financement.
Oui, c'est sûr que ça a un impact sur la valeur marchande. À court, moyen, long terme, c'est difficile de savoir, de prédire qu'est-ce qui va se passer. On est un petit peu dans le néant avec tout ce qui se passe présentement, là, avec le financement SCHL et tout. Donc, et voilà, je ne sais pas si les boys avaient un petit complément d'information là-dessus sur la question. Jean-Pierre, je te laisse l'honneur. Pas vraiment, pas vraiment. Je pense que Yvan, tu as bien répondu. Oui, il y a une corrélation directe, mais il n'y a pas vraiment de boule de cristal non plus à savoir comment ça va se passer. On va suivre ça. Il faut faire attention de trop se négocier avec des fois des taux d'intérêt trop bas parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, juste regarder peut-être une petite marge de prudence dans vos calculs, ne pas étirer vos calculs au maximum. Voilà. Merci. Ben, effectivement, Jean-Pierre, de mon côté, je voulais juste ajouter que oui, il y a eu une baisse de taux d'intérêt, mais il y a eu beaucoup de bouleversements dans le marché aussi. Il y a eu de l'instabilité qui s'est liée à ça. On a eu les nouvelles règles de la SCHL. Là, si jamais vous voulez vous renseigner un peu, il y a un live sur notre page Facebook également. Donc, il y a eu du positif et il y a eu du négatif dans le marché. Et est-ce que ça va être dur pour l'avenir? Normalement, s'il y avait juste eu une baisse de taux d'intérêt et rien d'autre, oui. Généralement, le prix de l'immobilier va généralement monter parce que c'est un produit d'investissement qui devient tout simplement plus attrayant. Mais au niveau d'aujourd'hui, il y a des facteurs positifs et négatifs qui fait que le marché se comporte à peu près de façon stable. Voilà, c'était mon complément. De retour à toi, Yvan. Excellent. Jean-François Dion, qui est allé avec une première question. Prospection vendeur motivé. Quelle est la meilleure méthode pour avoir une liste des immeubles non vendus à échéance avec les courtiers? Jean-Pierre Dussault? Oui, ben en fait, je vais aller peut-être un petit peu au-delà de la question, Jean-François. Les cours IMO 101 qu'on offre, on vous parle du soleil d'abondance, donc d'un paquet de rayons qui fait en sorte que vous allez trouver de l'immobilier. Et souvent, je compare ça à quelqu'un qui cherche un conjoint, une blonde, un chum. Est-ce qu'on rencontre à un seul endroit? La réponse est non. C'est un ensemble de rayons qui fait que vous allez trouver de l'immobilier. Donc, dans ce cas-ci, Jean-François, juste pour remettre les choses en perspective, donc tu es vraiment sur Centris. Alors que tu pourrais aussi t'alimenter de listes sur un site comme JLR, faire de la prospection pure, répondre à des annonces de logements à louer. Donc, tout ce qui n'est pas en vente active, où est-ce que tu pourrais t'identifier comme la solution à des fois des situations difficiles, des divorces, séparations, retraite, maladie, peu importe. Et là, on prospecte et il nous voit comme un ange tombé du ciel en disant, Caroline, il nous offre une transaction de gré à gré en toute simplicité. Donc, je veux juste être certain que tu vois tout l'ensemble des rayons du soleil d'abondance. Et pour répondre à la question, ben, un courtier a accès aux expirés qu'on appelle. Donc, voilà, ça peut se trouver de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une aubaine. Des fois, il n'est pas prêt, il n'a pas cheminé assez. Le mandat est terminé avec le courtier, il maintient son prix, mais ça se peut. Ça se peut, un rayon du soleil, comme je te dis. Donc, tu peux vérifier avec un courtier pour obtenir les expirés. Si tu me permets de bonifier Yvan aussi, effectivement, comme disait Jean-Pierre, il y a plein d'autres façons. Puis si on s'attarde spécifiquement à celle-là, c'est sûr que le courtier risque d'être un petit peu réticent à vouloir donner cette information-là. Parce qu'il va dire, pourquoi est-ce que tu veux que je te donne les expirés? Est-ce que tu veux aller acheter une propriété sans moi? Est-ce que tu veux me bypasser? Pour aller chercher ça. Donc, c'est toute une relation d'équipe de rêve que tu dois créer, Jean-François, et de faire partie de ce cercle-là, d'avoir un courtier avec qui tu vas travailler, puis tu dis, regarde, on va aller regarder les expirés ensemble, puis je vais te donner une commission quand même si c'est du hors-marché, parce que je veux que tu deviennes une partie de mon équipe. Donc, tu donnes un petit montant de rétribution, tu t'assures que le courtier reçoive quand même ses sous dans une transaction avec un expiré, parce que fort probablement qu'il va être j'ai juste le mot en anglais, le reluctant, qui va être... bon, ça paraît hein, on commence à coacher en anglais. Je suis rendu mélangé dans mes mots, mais il va être réticent, voilà, réticent à partager cette information-là parce qu'il va avoir peur de ne pas être payé. Donc, c'est juste une question de dire, regarde, je te paye quand même, je vais te payer la commission, puis travaillons ensemble pour trouver les meilleures opportunités. De retour à toi sur la passerelle, Yvan. Excellent, merci JP. JPC puis JPD aujourd'hui.
Élie Bao avait une bonne question parce que je pense que Jean-Pierre va être capable de répondre à ça. Il y a un chalet, donc avec les développements récents qui incitent les gens à prendre leurs vacances localement plutôt que de voyager. La question a descendu. Est-ce que investir dans les chalets est un investissement qui vaut la peine au Québec? Jean-Pierre Dussault, qui a un chalet, pourrait peut-être répondre. Ça dépend de l'endroit, ça dépend du prix payé, ça dépend de ce que vous offrez. Il y a un paquet de ça dépend. Faut qu'il y ait de l'attrait et il faut faire son profit à l'achat pour être rentable. Les gens, souvent, hein, on a quelques mois, vont prendre leurs vacances durant l'été. C'est là que la période est intéressante. Cherchent des plans d'eau. Si c'est l'hiver, ben une montagne comme Tremblant ou le Massif, petite rivière Saint-François. Faut qu'il y ait un attrait, souvent, pour mieux louer et encore une fois, payer des prix corrects qui vous permettent de considérer un taux de vacances hein, dans l'hôtellerie, dans le chalet locatif, tout ça, souvent hors pandémie, on est à l'occupation autour de 50-60%. Donc, faut bien faire ses calculs, faut connaître sa région, faut connaître l'achalandage, qu'est-ce qu'on a à offrir, puis peut-être s'informer au taux, peut-être se transformer comme un locataire de chalet nous-mêmes dans le secteur pour connaître sa compétition et voir comment il fonctionne, les grilles de tarifs, comment on nous répond, qu'est-ce que ça inclut, les dépôts de garantie. Voilà. Excellent. Merci, Jean-Pierre. Est-ce que Jean-Philippe veut bonifier ou on passe à la prochaine? Prochaine. Excellent. Marc-André Lachance demande comment un rapport d'inspection inclus dans un listing, donc le rapport du vendeur, influence la clause conditionnelle à l'inspection de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur perd son levier de négociation et le volet légal? Donc, Marc-André, oui, un rapport d'inspection d'un vendeur, c'est bien d'en prendre connaissance. Tu peux l'obtenir, tu le demandes, tu l'obtiens, tu en prends connaissance, mais tant qu'à moi, ne jamais acheter un immeuble avec le rapport d'inspection du vendeur. Okay? Parce que, justement, tu n'es pas en lien. Tu sais, qui est en lien, dans le fond, contractuellement, parce que tu parles du volet légal, ben, qui est en lien contractuellement dans un rapport d'inspection, c'est l'inspecteur et le client. Et qui est le client dans ce cas-là? Ben, c'est le vendeur. Donc, tu n'as pas de pouvoir éventuel pour poursuivre l'inspecteur qui aurait mal fait sa job, qui aurait mal exécuté, qui aurait omis quelque chose. Donc, tu prends le rapport d'inspecteur du vendeur et tu fais quand même faire un rapport d'inspection de ton côté. Et là, tu as deux rapports que tu peux utiliser, que tu peux comparer. Et ça, c'est très important de ne pas prendre le rapport d'inspection du vendeur. OK? Donc, je pense que ça répond à ta question. J'espère que ça répond à ta question, Marc-André. Est-ce que les boys veulent rajouter quelque chose pendant qu'on cherche autre question? Moi, c'est bon, Yvan. Très bien répondu. Moi aussi. Excellent. Il y avait Julie, il y avait une question de Julie, Yvan, qui est intéressante. Je veux faire des flips à Montréal. J'ai besoin d'aide avec le financement. Est-ce que le prêteur privé est ma seule option, mettre des flips, Yvan? Ben non, tu peux faire des flips avec l'institution financière, mais par contre, faudrait pas que tu leur dises parce qu'ils n'aiment pas ça prêter pour du court terme. Donc, si tu fais un flip via une institution financière, il faut que tu aies des trucs et astuces pour justement que la banque ne le sache pas. Fait que ça, c'est la première option, c'est les banques. Ensuite, tu as des banques aussi qui vont embarquer dans les flips. Je pense entre autres à la Banque Équitable. La Banque Équitable va embarquer dans des flips, mais avec des taux d'intérêt plus élevés. Ça va peut-être être de l'ordre de 6-7 % au lieu des 3 % genre qu'on a à la banque. Le prêteur privé est une option, effectivement, c'est une belle option. Donc, tu as ces trois options-là qui s'offrent à toi là, pour réaliser tes flips, peu importe la région. Là, c'est Montréal dans ton cas, là, mais c'est les trois options que tu aurais. Il peut y avoir un partenariat possible aussi, Yvan. Si jamais les veut financer ou avec un partenariat également. Tu sais, je ne l'ai jamais oublié, le financement possible d'un partenariat dans un flip. Ensuite, il y avait Osmar qui est intéressant, Yvan, comme question. Je suis intéressant d'entendre la réponse de Jean-Pierre là-dessus. Si on doit augmenter les loyers de 100 $ parce qu'ils sont loués très bas par rapport au marché, quelle est la stratégie pour faire passer l'augmentation? Jean-Pierre, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, voir quelles sont tes stratégies de négociation. Ouais, c'est ça. Probablement, Osmar, tu fais référence à la clause G
dans le bail de location, qui est la clause qui est surlignée sur la dernière page du bail. Donc, effectivement, il faut faire très attention de pas... en fait, il y a 3 scénarios, là, puis je veux pas tomber trop technique là-dedans. Moi, honnêtement, je donne la vérité et souvent, l'appartement aura été rafraîchi. Donc, que ce soit une peinture, même des fois des poignées d'armoire, des luminaires. C'est pas des grosses créneaux. Ça dépend, là, qu'est-ce qui est requis. Mais j'ai annoncé le prix dans un marché libre. Donc, s'il était à 725, que je l'annonce à 825 et que j'ai des réponses, parce que je connais mon marché, je peux être allé sur Ziplex, je vais peut-être regarder ce qui était sur Kijiji, les packs Kangaloo. Là, j'ai situé le prix au marché de mon appartement loué. La personne est libre de me répondre, elle est libre de visiter, puis elle est libre de signer le bail. Donc, ça s'est rendu là. Quand il a été loué 7,25 avant, comme je vous dis, idéalement, qu'il y ait eu des rafraîchissements, ça serait l'idéal. Mais moi, j'ai jamais eu personne qui s'est objecté, tout simplement parce qu'on est dans un marché libre et qu'elle a choisi de louer à 825 et qu'elle a jugé que c'est un prix correct pour ce qu'elle obtenait en retour. Donc, je m'empêche pas. C'est sûr, dans les cas de rénovation majeure, ben, des fois, ça explique des fois un 200 $ de différence, 300 $ de différence que j'ai déjà vu. Mais encore là, la personne ne me dit pas, mais là, il était loué 5,50, tu me le loues 8,50. Non. Elle paye 8,50, un logement qui est propre, rénové, cuisine neuve, nouveau revêtement de plancher, nouvelle salle de bain. Elle est très heureuse de louer à ce prix-là. Et j'attire pas une clientèle de revendicateurs. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai à offrir ou parce que je les filtre au départ, mais j'ai pas, moi, de révolutionnaires là, qui vont m'évoquer les clauses de la régie. Donc, ça se passe bien. Tout ça pour te dire, si ça peut te rassurer, Osmar, c'est une question d'attitude aussi. Je mets pas trop d'emphase. C'était loué à ce prix-là. Voici, c'est le prix que vous payez. That's it. Merci, Jean-Pierre. Si tu me permets de magnifier, Jean-Pierre, parce que la question d'Osmar, elle pourrait être à 2 volets. C'est intéressant, là, on a parlé d'augmentation entre locations, mais si jamais, parce que c'était pas nécessairement spécifié, il y avait vraiment les 2 scénarios possibles, pourquoi pas bonifier l'autre situation où est-ce qu'on a déjà un locataire en place puis on veut faire une augmentation. Souvent, les gens sont confus à savoir est-ce qu'on a le droit d'augmenter un locataire déjà en place de 100 $. En fait, la réponse, c'est oui. Si on a une entente qui est signée, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une augmentation qui est supérieure aux règles de la régie. C'est en cas de litige ou si on a un litige avec la personne, où est-ce que là, on va s'adresser à la régie, qui va changer de nom bientôt. Là, maintenant, je me souviens pas du nouveau nom, mais la régie dans laquelle on va s'adresser, puis là, ils vont fixer l'augmentation de loyer. Mais si on s'entend avec le locataire, il n'y a pas de problème à augmenter supérieur que les taux de la régie. Et gardez ça en tête. L'idée, c'est de donner des montants ponctuels pour être capable d'augmenter la valeur d'un bail. Donc, dans un renouvellement de bail, c'est toujours d'offrir des choses de plus. Jean-Pierre parlait de rafraîchissement ou autre. Peut-être changer un plancher de la cuisine, rénover un petit peu la salle de bain. Le but, c'est de vraiment augmenter les montants, le revenu récurrent du bâtiment en échange de montants ponctuels. Parce qu'un montant récurrent, lui, il va se multiplier. Donc, par exemple, si on monte un bail de 100 $ par mois, fois 12, c'est 1200 $. Puis, tout dépendant de où est-ce que vous êtes situé, Jean-Pierre, tu pourras donner le chiffre pour Québec, mais si on prend un exemple à Montréal où ça se vend un petit peu en haut de 20 fois les revenus nets, ben 20 fois les revenus nets, ben votre bloc vient de prendre en fait 24 000 $ parce qu'on a augmenté 1200 net, 24 000 $ de plus-value pour peut-être une rénovation qui va t'en avoir coûté 2000. Donc, tu viens d'aller augmenter la valeur du bâtiment pour ça. Donc, tout le temps des montants ponctuels pour essayer d'augmenter nos revenus récurrents. Donc, si jamais ça arrive, fait que les techniques de négociation, c'est ça. Ça peut être de donner un mois gratuit, ça peut être de donner des rénovations. Donc, plusieurs stratégies là, qui sont possibles à travers tout ça. Voilà. À Québec, ça se vend combien de fois les multiplicateurs de revenus nets dans ton secteur, Jean-Pierre? J'étais curieux. Ben, règle du pouce, dans les bons secteurs, on est autour à 20 fois le net, là. 19, 20, tout dépendant. Puis quand on s'éloigne un petit peu en périphérie, on est plus vers du 18, 17. Mais dans les bons secteurs, 19, 20, autour de, ouais. C'est le fun. 20, c'est plus facile à calculer aussi. Oui, exact. C'est le fun de faire un petit fois 20 au bout. Tu sais, on fait une rénovation, une augmentation, on fait un fois 20 au bout. OK, merci Jean-Pierre. Yvan, de retour à toi.
Oui, on vous invite à poser vos questions sur la page du club. Il y a une section Pose ta question. Donc, ça nous permet d'avoir des questions en bande puis d'y répondre lors du Facebook Live comme on fait présentement. En passant, on est 130, on a aussi aux alentours de 130. Merci d'être là. On avait une question là, justement dans Pose ta question de Kenneth Chan. Pensez-vous que le programme Fast Track va demeurer? Premièrement, le Fast Track, c'est 5 formations réparties sur 3 mois. Et c'est la première fois qu'on le lance. C'est tout nouveau. Habituellement, l'été, on prenait congé. Mais là, on est comme un petit élan, là, puis on va poursuivre cet été avec un nouveau programme. Et c'est la première fois qu'on le lance, mais on ne sait pas si on va le relancer à nouveau. Donc, la question de Kenneth, c'était est-ce qu'il va y avoir une suite en 2021? Pensez-vous que vous allez leur donner à nouveau? Habituellement, dans les coachings, on est 130, 150, dépendamment des groupes et des villes et tout ça. Et là, on s'est dit, on va faire un fast track en ligne avec un groupe plus restreint. C'est-à-dire à peu près une vingtaine de personnes. Présentement, on est 15. Fait qu'on devrait atteindre le 20. On va voir comment ça se passe, à savoir si on le répète l'année prochaine. Pour l'instant, c'est la seule cohorte qu'on donne. Si ça se passe bien, on va peut-être répéter l'expérience l'année prochaine, l'été prochain. Mais c'est rien d'officiel encore. Donc, fiez-vous pas là-dessus pour savoir si vous prenez le fast track ou non. Je pense que je vous dirais, si vous êtes motivé, vous êtes dans l'action, je pense que c'est là, ça serait bon de battre le fer pendant qu'il est chaud. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jean-Philippe? Il est en stand-by dans le chat. J'essaie de lire. Il y en avait quand même des longues. Essayez de les garder courtes le plus possible parce qu'on doit lire les questions en même temps que tout ça. Il y avait Nicolas Véro ici qui disait « Bonjour, j'achète un immeuble avec des locataires stables depuis plusieurs années. Ceux-ci, très petite augmentation annuelle. De mon côté, l'immeuble sera optimisé, le malus de changer. Okay. Comment et sur quel délai effectuez-vous ces changements auprès des locataires? » Donc là, il y a une conversion électrique plus une certaine augmentation. Donc, Nicolas demandait sur comment on fait pour faire tout ça, puis c'est sur combien de temps, en fait, qu'on va faire cette transformation-là. Je ne sais pas si, Yvan, tu voulais commencer. Ouais, j'étais un petit peu, je suis en train de lire une autre question. Mais... C'est correct, ben, regarde, on va commencer. Jean-Pierre, avais-tu quelque chose dans tes optimisations? Sur combien de temps fais-tu ça? Si tu as plusieurs optimisations à faire, négociations avec les locataires? Ben, peut-être un commentaire, Nicolas. Premièrement, bravo de passer à l'action d'acheter une bâtisse, mais c'est certain que je demande toujours de vérifier les baux lorsque j'achète pour regarder la longévité. Et pour moi, locataire stable, non merci. C'est correct, là, après, on compose avec, mais souvent, je parle à des courtiers et je leur dis, si vous vous adressez à des investisseurs aguerris, mettez pas ça. Pourquoi? La personne est là depuis 10, 15, 20 ans, paye presque rien, et on a un vendeur souvent qui va vouloir vendre avec des prix de loyer au marché alors qu'il n'a pas fait son travail durant des années. Donc, c'est effectivement un peu plus dur à récupérer, Nicolas, mais c'est pas impossible. Ajoute de la valeur aux yeux du locataire. Donc, si tu fais une conversion d'énergie, souvent, on va offrir de l'Internet sans fil, du Wi-Fi. Il y en a même qui vont aller jusqu'à offrir le câble télé en compensation. Et en fait, le but, c'est d'être gagnant-gagnant. On investit chez vous, on investit sur votre confort. Même chose pour des augmentations spécifiques. On appelle ça des inflations forcées. Donc, exemple, si tu lui refais sa cuisine, accepteriez-vous un montant de 40 $, 45 $ par mois? Donc, on essaie de sortir du cadre des augmentations annuelles. Des fois, on fait ça à l'automne. Et il y a des locataires qui embarquent. Comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est une question d'acceptation de part et d'autre. Donc, essaye d'ajouter de la valeur, mais c'est certain qu'ultimement, si tu pars de trop loin, ça peut être difficile. Donc, il y en a qui essaient de négocier des fois pour leur permettre de déménager. Mais s'ils t'ont rien fait, s'ils sont des bons locataires propres qui payent le premier du mois, ils ont leurs droits aussi. Et fait que ça va être à récupérer au fil du temps. Essayer de voir comment tu peux les augmenter progressivement dans la limite du possible. Parfait.
Je n'avais rien à rajouter, Yvan. Je te laisse passer à la prochaine question. On avait Marc-André Lachance ici. Avez-vous des... Vas-y, je te laisse le lire. Oui, puis en passant, merci au régisseur qui est derrière tout ça, qui met des questions visibles à l'écran, puis qui gère tout ça. Merci, régisseur. Jean-Philippe. Je sais que c'est quand même un bon travail. Il répond aux questions, il gère tout ça. Bravo, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Marc-André Lachance, avez-vous des trucs de négociation avec un vendeur qui demande un prix non réaliste versus la valeur du marché, versus la valeur économique et même le potentiel? Le vendeur a un prix en tête. Je crois que Jean-Pierre a une super belle réponse pour ça. Je m'attends déjà même à son exemple qu'il va donner. Jean-Pierre, quel truc de négociation avec le vendeur qui demande un prix non réaliste, parce qu'on en voit souvent des gens qui demandent des prix trop chers, non? Je ne sais pas à quel truc tu fais référence, mais ma première réponse serait Marc-André, passe à un autre. Tout simplement, il n'est pas prêt. Et quand on est trop loin des prix, tu vas être celui qui va taper la trail pour quelqu'un d'autre. Et tu vas être celui qui va irriter le vendeur à travers plein de démonstrations. Tu vas peut-être y apporter un cruncher, tu vas peut-être y apporter une valeur économique, tu vas travailler un peu dans le vide. Si vous êtes trop loin, il n'a pas cheminé, il est très gourmand, il attend un poisson, visiblement quelqu'un qui n'a pas suivi les cours du club et qui va payer beaucoup trop cher. Et il y en a qui le font. Il y a beaucoup de mauvaises transactions en immobilier au Québec. On ne veut pas toutes les sauver au club, mais c'est ça. Donc, quand on est trop loin, c'est mieux de maintenir ta relation d'affaires et de lui dire, malheureusement, ça ne correspond pas à mes critères d'investissement, de donner la main poliment et, comme je te dis, de rester en bon terme. De sorte qu'il va cheminer. Il y en a qui vont tapocher le dossier. Il y en a qui vont se casser le nez au financement. Donc, lui va suivre ça, puis il va dire, tabarnouche, effectivement, je suis peut-être beaucoup trop ambitieux sur mon prix. Donc, ça prend une bonne année. Et là, il va dire, mais je me souviens de Marc-André Lachance au départ, qui m'est apparu comme un gars intéressant, un gars courtois. Et là, dans plusieurs cas, il peut très bien revenir vers toi et cheminer avec 2-3 baisses de prix. Puis là, il devient parlable. Mais quand on est trop loin, moi, je quitte la table de négociation. Là. On n'est pas à 10 ou 20 000 de s'entendre. Des fois, on est à 200, 300 000. Ça sert absolument à rien. C'est pas toi qui va le convaincre. C'est pas toi qui va lui permettre de changer d'idée. Tu vas juste l'écœurer au départ. Peut-être un petit complément. Tu pourrais essayer, peut-être avant de quitter, comme Jean-Pierre dit, avant de dire je passe au suivant, peut-être essayer d'avoir des comparables vendus, essayer de sortir des comparables pour lui faire comprendre. C'est sûr que s'il veut rien savoir, on passe au suivant, mais peut-être essayer avant de partir, c'est ça, d'avoir des comparables. Ce que certains font, là, je ne vous dis pas de faire ça, mais il y en a des fois, ils vont avoir 2-3 chums qui vont rentrer des offres d'achat basses et puis ils vont comme marteler à 2-3 le vendeur puis faire comprendre que son prix est vraiment trop haut. C'est sûr que s'il n'y a aucune motivation, on va garder son prix. S'il y a une certaine motivation, peut-être qu'éventuellement, il va le descendre, son prix, mais ça va se faire avec le temps. Puis il faut voir aussi Marc-André depuis quand que le listing est en vente. Tu sais, si ça fait une semaine qu'il l'a mis en vente, puis qu'il arrive avec un prix super bas, puis des arguments, t'as bien beau sortir n'importe quel argument, va aller comparable. Si ça fait une semaine qu'il est en vente, il va sûrement attendre, comme disait Jean-Pierre, un poisson dans le temps. Si ça fait 8 mois que c'est en vente, qu'il ne l'a pas vendu, là, c'est une autre histoire, parce que peut-être qu'il va être plus parlable. Donc, ça, c'est à considérer aussi dans ton processus. Si je me permets de bonifier, Yvan, c'est le fun, c'est moi qui ai la régie, hein? Fait que c'est le fun, je me donne un droit de parole automatique en cliquant sur mon image. Mais pour bonifier, encore une fois, je pense que Jean-Pierre l'a dit, c'est de pas. Des fois, les gens sont focus sur une seule propriété, puis là, ils pensent à cette propriété-là, ils font un détour, ils reviennent du travail, ils font un détour pour aller donner un câlin à l'immeuble qu'ils veulent. Comme je comprends qu'il y a un désir de ça, mais des fois, des gens, ils vont perdre 2 ans de temps à essayer de négocier avec quelqu'un. Jean-Pierre, tu l'as si bien expliqué. C'est une question de chiffre, bonne relation, puis on passe à d'autres choses. L'immobilier, c'est une question de chiffre. Et si la transaction fait du sens, ça fait du sens. Sinon, non. Il faut pas tomber en amour avec la brique non plus. Oui, je peux tomber en amour avec un emplacement, un building, c'est bien, mais jouez jamais avec vos chiffres, puis tombez jamais en amour avec ça, puis dites, c'est pas grave s'il demande un peu trop cher,
on y va quand même. Il faut être neutre dans ces transactions-là, puis juste reconnaître quand ça ne fonctionne pas et quitter la transaction. Mais Jean-Pierre, tu l'avais si bien expliqué, je voulais juste mettre encore plus l'emphase sur arrêter de faire le focus sur une seule propriété. Parfois, malheureusement, ça gâche des carrières. De là, toi, Yvan. Excellent. Alors, on va y aller avec Blaise. C'est une question différente un peu des autres. Habituellement, on parle de financement, on parle de prospection, tout ça, mais une question de gestion. Donc, bonjour. Que faire si le locataire quitte la propriété sans payer pendant 6 mois et sans avis? Le locataire a refusé de communiquer. J'ai ouvert le dossier à la régie, mais vu la COVID, le processus est lent. Là, je ne sais pas, Blaise, à quel moment tu as réagi. C'est sûr qu'après 6 mois, c'est long comme réaction. Et si le locataire ne veut pas communiquer, c'est pas plus grave que ça. On fait appel à un huissier qui va y aller à 2 reprises et que le locataire ait répondu ou non quand le huissier a cogné à la porte. Le locataire est réputé avoir reçu l'information. Donc, tu ouvres un dossier à la régie le plus rapidement possible. Et tu signifies, dans le fond, par l'huissier, et c'est officiel quand tu vas te présenter à la régie, éventuellement, même si le locataire n'a pas réagi, il est réputé avoir reçu l'information. Donc là, il nous manque beaucoup de détails, mais attends pas 6 mois avant de réagir. Normalement, si c'est un nouveau locataire ou c'est un immeuble que tu viens d'acheter récemment, puis tu n'as pas, dans le fond, de relation avec le locataire, réagit assez rapidement, genre, elle n'est pas payée, 2-3 jours plus tard, ouvre un dossier à la régie du logement. Okay? C'est sûr que si c'est un locataire, ça fait 15 ans qu'on a, il est tout le temps bien payé, puis là, il nous arrive, je viens de perdre mon emploi, tu peux t'attendre un petit peu avant de prendre le paiement, puis c'est un super bon locataire, peut-être l'accepter, mais un nouveau locataire qui rentre dans l'immeuble, soyez rapide à réagir. Donc, et voilà, je ne sais pas si Jean-Pierre, qui adore la gestion, pourrait nous bonifier ça. Excellente réponse. En fait, démontrer que vous êtes en connaissance de vos droits et que vous réagissez rapidement. Donc, jour maintenant, c'est clair qu'on ouvre un dossier à la régie. Je comprends qu'avec la COVID, ça a été au ralenti, mais tolérez pas ça longtemps. Et tous ceux qu'on a vus au club ces dernières années qui ont voulu accommoder des gens ont tous perdu sans exception. Donc, vous allez vous faire abuser. Faites du bénévolat à l'extérieur de vos immeubles. Aucun problème de supporter des bonnes causes. Mais vos bâtisses, ce sont des business. Donc, essayez de partir sans payer la commande au IGA ou au métro, voir qu'est-ce qui va se passer en racontant votre vie. Ça ne marchera pas. Donc, se loger, se nourrir, c'est des besoins essentiels. On va être payé, on va être très rapide. Donc, Yvan l'a bien dit, on laisse pas ça traîner, Blaise. Mais on apprend. C'est correct. Des fois, il faut payer pour apprendre. Excellent. À 12h32 déjà, les gars, donc on va se diriger vers un 4e service. Donc, Marc Gaulin, avec les nouvelles règles restrictives de la SCHL concernant le retrait d'équité, est-ce préférable de refinancer conventionnel? Je pense que Jean-Philippe serait bien placé pour répondre à ça. Oui, Marc, dans le fond, effectivement, je ne recouvrirai pas tout le live qu'on a fait la semaine dernière, là, mais effectivement, la SCHL a mis des nouvelles règles de retrait d'équité. C'est-à-dire que quand on refinance un bâtiment avec la SCHL, ils nous demandent maintenant de prendre cet argent-là et l'injecter dans un autre projet. Okay? On peut retirer l'équité, mais on peut plus retirer l'équité puis la mettre dans nos poches. Donc, on peut la retirer, mais la mettre dans un autre projet. Donc, en ce moment, je vais te dire en tant qu'investisseur, moi, ma réaction par rapport à ce changement-là sur le marché, moi, j'ai 2 solutions maintenant. Je fonctionne beaucoup avec des partenaires. Donc, mes partenaires emmènent l'argent dans la transaction. Moi, j'emmène ma connaissance et la recherche de la transaction. Donc, maintenant, je vais qualifier mes transactions selon le fait que je puisse faire un retrait d'équité conventionnel. Donc, avant, je les qualifiais avec un retrait d'équité SCHL. Maintenant, je vais les faire avec un retrait d'équité conventionnel. Donc, je vais être légèrement plus strict avec mes transactions. Donc, m'assurer que ça fonctionne au niveau conventionnel. Si les règles de la SCHL qui doivent être permanentes changent dans le temps, parce que la permanence est jamais vraiment permanente, ça se peut que ça se réajuste dans le temps, ben ça sera un bonus. Mais pour l'instant, on qualifie des refinancements au niveau conventionnel de mon côté. Et ou sinon, mon autre option, quand j'apporte un partenaire avec moi dans une transaction, je vais lui demander s'il désirait continuer d'investir avec moi, mais pour une longue période de temps.
C'est-à-dire que quand on fait un retrait d'équité, on amène ça dans un autre projet, puis je garde mes partenaires longtemps. Donc, c'est un peu ma stratégie avec les partenaires. Injecte l'argent, on optimise le bâtiment, on refinance, on rembourse le partenaire qui reste partenaire du bâtiment. Donc, pour répondre à ta question, Marc, là, pour un financement conventionnel, oui. Et c'est ma nouvelle façon, personnellement, de qualifier mes nouvelles transactions. Je dois être capable de faire un retrait d'équité conventionnel intéressant pour mon partenaire maintenant. Et si la SCHL change, ça sera juste un bonus. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus, Jean-Pierre, à ajouter. Non, très bonne réponse. Je pense qu'ils ont voulu... la SCHL, c'est pas en canadien. Hein, ils ont voulu lancer un message parce qu'il y a eu du transfert d'argent. Effectivement, je référais au Facebook Live de la semaine dernière à ce sujet-là. Mais l'argent sortait de l'immobilier, les gens faisaient d'autres choses. Les taux d'intérêt étaient très bas. Donc, il y avait quoi qui se passait. Ils ont lancé un message très clair. Est-ce que ça sera encore ça dans un an à suivre? Mais Jean-Philippe, très bonne réponse. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Moi, je serais curieux de savoir, les gars, vous n'avez pas à répondre, cette personne-là, d'après moi, là, mais c'est quoi la proportion de gens qui sortaient l'argent pour aller ailleurs que l'immobilier, contrairement à des gens qui refinançaient pour aller acheter d'autres immeubles? D'après moi, la majeure partie des gens, c'était pour acheter d'autres immeubles. J'ai comme l'impression que ça ne change rien. Les gens vont refinancer pour injecter dans l'immobilier comme ils faisaient avant. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des informations là-dessus, là, la statistique, là, mais d'après moi... Je pense que c'est juste une question de flexibilité, Yvan. C'est une question de l'argent qui sortait. Peut-être qu'il sortait 300 000 – 400 000 du refinancement, puis on en gardait 100 pour faire d'autres choses, puis 300 qui partaient dans l'investissement, ou on en prenait ce 300-là, on faisait un nouveau partenariat avec quelqu'un. On dirait que c'est la flexibilité qui est devenue un petit peu plus difficile à travers ça. Puis les refinancements, quand on va... Moi, j'ai bien hâte de voir le développement que je veux voir, puis c'est des courtiers qui nous écoutent, là. C'est on va acheter une propriété, puis on va faire un financement SCHL, mais on va devoir mettre une condition de refinancement sur un autre bâtiment. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ce cercle-là. Est-ce qu'ils vont y mettre un certificat conditionnel à quelque chose ou est-ce qu'on va mettre des conditions de financement sur une autre propriété? J'ai bien hâte de voir comment que, les courtiers vont s'adapter dans les promesses d'achat avec ça au niveau de la flexibilité, là. On va vous tenir au courant. Dès qu'on a un peu plus de développement, on va essayer d'avoir des courtiers dans les lives du club là, pour essayer de voir comment jongler. Parce que moi, être un vendeur puis recevoir une condition comme ça, de conditionnel à un refinancement d'un autre bâtiment, ben là, on parle de délais encore plus longs et de l'incertitude là-dedans, tout ça. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir comment que le marché va répondre. Ouais, on spécule, mais l'avenir va nous donner plus de détails. Émilie Gauthier, quand tu négocies un locataire pour qu'il parte, combien vous lui proposez comme dédommagement, pour qu'il quitte? Le locataire n'est pas propre. Est-ce que tu as raison que tu veux qu'il quitte, c'est vraiment la propreté? Parce que si un locataire n'est pas propre, mais qui paye tout le temps à temps, qui fait pas de bruit, qui dérange pas les locataires, ben, je pense que tu serais mieux de le garder. Tu feras le ménage, puis tu rénoveras quand il quittera, mais c'est sûr que s'il n'est pas propre, qu'il ne paye pas, qu'il dérange les autres, là, ça, c'est une autre histoire. Combien nous proposer comme dédommagement? C'est ça, il faut voir la raison derrière tout ça, mais souvent, s'il ne paye pas, ben, tu inscris à la régie, puis tu sais qu'il va sortir dans quelques mois. Au lieu de ça, au lieu de la régie, tu peux t'entendre à l'amiable, et des fois, ça va être, ben, laisse faire le mois que tu me dois, puis je vais te payer ton déménagement, puis scram en bon français. Ça dépend aussi, est-ce que ton loyer est au prix du marché ou il est vraiment bas? Fait que s'il est vraiment bas par rapport au marché, ben, tu vas être plus généreux dans ton offre parce que tu sais que tu vas être capable de relouer plus cher et donner la valeur à ton immeuble dans un 6 logements et plus. Fait qu'on ne sait pas non plus si c'est un 6 et plus ou un duplex ton affaire. Mais si tu es bas par rapport au marché, sois plus généreux parce qu'en louant plus cher qu'un nouveau locataire, tu donnes de la valeur à ton immeuble. Donc, ça, c'est à considérer aussi. Donc, il y a beaucoup de points, d'éléments manquants là, pour être capable de donner une réponse précise. Peut-être que les deux acolytes ont vu quelque chose de différent dans la question. Elle a juste spécifié, Yvan, qu'il n'était pas propre et le loyer était trop bas. Émilie, elle a juste rajouté ça ici, là, juste pour rajouter à la question, là. Donc, oui, effectivement, c'était trop bas. Donc, Jean-Pierre, je te laisse bonifier sur la question si tu veux. Ouais, il faut choisir ses combats. Le meilleur combat, si on s'adresse à la régie, c'est le non-paiement.
ou peut-être commencer avec paiement fréquemment en retard, puis ensuite y aller en non-paiement. Mais si on y va sur la propreté, les dommages moraux, c'est très long. Surtout en ce moment, là, 1 an et demi, 2 ans, c'est pas surprenant. Donc, oui, la négociation serait probablement ta meilleure avenue, Émilie. Et si vraiment c'est sale, accumulation compulsive, ben là, on peut faire venir les villes. Moi, j'ai déjà utilisé le service protection incendie pour la sécurité et les villes ont généralement un département de salubrité. Donc, je les avais combinés les deux pour rentrer dans un logement. La personne ne voulait pas m'ouvrir. Et tantôt, quand je vous disais, devenez fort, devenez compétent, à ce moment-là, vous vous faites beaucoup moins niaiser. Connaissez vos droits comme propriétaire, puis occupez-vous de vos affaires. Mais effectivement, dans un cas où ça serait vraiment malpropre, excessif, je pense que j'impliquerais la ville où est-ce que tu es et peut-être le département incendie là, pour l'encombrement. Puis essayer de voir comment tu peux négocier en étant flexible. Comme disait Yvan, ben écoute, quitte ce mois-ci sans pénalité, on résilie le bail et sans préavis comme ça, tu t'en vas. On devient très accommodant pour qu'il parte. Hey, merci Jean-Pierre. On a Élie. Élie, c'est une bonne question. Suis-je le seul qui n'a pas remarqué d'essoufflement ni de correction des prix malgré la pandémie ou le marché immobilier n'a pas simplement encore été affecté? Jean-Philippe, as-tu quelque chose là-dessus? Oui, je vais répondre juste pour bonifier encore la question de, je baisse ma caméra un peu comme ça, de répondre à la question pour bonifier Jean-Pierre. Je voulais juste partager quelque chose, un livre que j'ai connu dernièrement, là, quand on parlait de connaître nos droits, là, ça pourrait peut-être être bénéfique pour tout le monde. J'ai acheté ce petit livre-là, je ne sais pas si vous le connaissez, messieurs, là, Louer un logement. C'est un 65 $, là, mais c'est tous les articles du Code civil avec la jurisprudence et expliqué par les 2 avocats. Donc, vous avez une situation, vous feuilletez dans le livre, vous regardez la situation, c'est extrêmement intéressant comme livre. Donc, je voulais le partager quand on parlait de devenir plus fort, Jean-Pierre. Là. Ben, évidemment, outre la formation et tout, d'avoir ce petit livre-là, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, à cause en plus que la jurisprudence par rapport aux articles du Code civil. Donc, je voulais juste vous partager ce petit livre-là ici. Là. Est-ce que tu as mis le lien? Es-tu capable de mettre le lien tantôt? Ouais, directement dans le... Effectivement, je vais mettre le lien dans le chat. Très bonne idée, Yvan. Donc, voilà, c'est donné. Donc, très intéressant à ce niveau-là pour devenir plus fort, comme disait Jean-Pierre. Donc, pour revenir à la question de Élie qui disait « Suis-je le seul à ne pas remarquer une baisse de prix? » Élie cherche plus fort. En ce moment, il y a des vendeurs motivés. Je suis en train d'acheter un bâtiment. C'est un vendeur motivé. C'est quelqu'un qui avait un restaurant. Le restaurant a fermé pendant le COVID. Je suis allé voir sur le titre de la propriété. Il y a un 2e rang sur un privé. Donc, c'est le genre de situation où est-ce qu'il va y avoir certains propriétaires, comme dans ce cas-là, où ils vont être plus serrés. Il va y avoir une meilleure ouverture de négociation. Donc, Élie, oui, peut-être dans la masse, il n'y a pas eu de baisse de prix qui a été observée avec l'immobilier, mais il y a des vendeurs motivés et je peux t'en donner quelques exemples. On le voit aussi dans le club, évidemment, avec les membres du coaching qui travaillent. Donc, les propriétaires d'immeubles sont plus flexibles. Ça dépend tout le temps de leur situation aussi. Mais je te dis, en ce moment, je suis en train de faire face justement à certains vendeurs motivés. Ils ont une plus grande flexibilité, moins d'acheteurs sur le marché. Ça a un peu déstabilisé tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont préféré attendre aussi avant d'acheter, moins d'acheteurs sur le marché. Plus de flexibilité, donc éventuellement, Élie cherche un encore plus fort. Je sais qu'on cherche tout le temps fort, mais encore plus fort, je pense que ça peut être intéressant pour des opportunités. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus sur le marché de Québec. Est-ce que tu as vu des changements? Ben, tu l'as dit, chercher plus fort. Honnêtement, je ne veux pas paraître trop dur, mais souvent, quand on se pose trop de questions, c'est qu'on cherche des excuses. Et des bons deals, ça se trouve à toutes les semaines. Jean-Philippe est en train d'en acheter un. Il y a des vendeurs motivés pour plein de raisons. Et souvent, c'est pas l'immeuble qui est en cause. C'est la vie personnelle du ou des vendeurs. Les chicanes d'associés. Tantôt, on parlait de problèmes personnels, maladie, divorce, retraite. Donc, devenez la solution et cherchez plus fort, tout simplement. Parce que quand on commence à s'étendre sur un paquet de raisons du pourquoi, du comment, ça va-tu bouger, qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez, une bonne aubaine, un bon immeuble rentable sera toujours bon. C'est une business qui va vous procurer un cash flow positif. Et si vous connaissez bien vos secteurs, que vous achetez, vous faites votre profit à l'achat, on ne peut pas se tromper, là. Donc, voilà. Cherchez partout. Et tu sais, il y a des vendeurs qui ont réagi, tu sais, qui ont eu un petit peu peur, ou des propriétaires qui sont craintifs et qui ont mis leur immeuble en vente ou qui sont plus parlables que là, quelques mois avant la COVID. Mais ça, on va le savoir dans quelques mois quand ça va être notarié, parce qu'il faut comprendre, Élie, que les ventes qui ont eu lieu récemment, durant la COVID, c'est des immeubles qui avaient été prospectés et qui étaient dans le processus d'acquisition depuis le mois de février, peut-être mars, parce qu'il y a un délai avant d'acheter un immeuble, 2-3 mois avant de passer chez le notaire. Fait que, on n'a pas encore eu l'impact de la COVID dans les prix de vente, parce que les prix vendus récemment, c'est des immeubles qui sont déjà en processus, mais dans 2, 3, 4, 5 mois, là, on va être capable de voir si les prix ont descendu parce que les immeubles sont présentement en train de se faire prospecter. Là. OK? Donc, quelques mois encore, Élie, avant d'avoir la réponse à savoir si ça a un impact sur le marché ou non. OK? Ben, je pense que pour l'instant, ça complète. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues. Non, ben il y avait Kevin Yvan qui répétait un peu les règles de la SCHL, mais est-ce qu'on pourrait toucher le type nouveaux investisseurs? Est-ce qu'on pourrait bonifier un peu les règles de la SCHL? Je pense pas que ça change tant de choses, Yvan. Je sais pas ce que tu voulais dire. Ouais. Non, je n'avais rien à rajouter là-dessus. Je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question, mais je pense pas qu'il y a rien qui change. Ben, en fait, Kevin, la réponse à la question, c'est il n'y a pas grand-chose qui change pour toi, juste, comme on a dit, être plus sévère un peu dans les qualifications des deals. Okay? Donc, à part ça, je pense que ça fait pas mal le tour, Yvan. Pierre-Louis, une petite dernière pour le dessert. Vas-y, tiens. Je suis en train d'aller. J'ai fait le choix de devenir un investisseur immobilier à temps plein. Alors, je suis présentement en mode éducation, c'est sûr, avec mon bac en administration. J'apprends vite, mais j'ai beaucoup à apprendre encore. OK, c'est pas une question, mais effectivement, excusez, je pense que c'est une question, effectivement. Pierre-Louis, on a beaucoup à apprendre. C'est bien que tu aies un bac en administration, mais tu t'en es sûrement rendu compte, tu vas t'en rendre compte que l'immobilier, c'est plusieurs volets. Hein? Faut être un touche-à-tout. Faut pas être un expert, évidemment, faut pas être un expert dans tout, mais il faut avoir certaines notions. Tu sais, un bac en administration, ça va être bien peut-être pour les calculs et tout ça, ton cruncher. Mais là, il faut avoir la persévérance, il faut être motivé, il faut avoir des buts pour être capable de passer à l'action. Il va falloir que tu connaisses un petit peu les règlements municipaux, il va falloir que tu connaisses un peu la construction, la rénovation, la relation humaine, la psychologie humaine avec la gestion des locataires. Les offres d'achat, les lois et règlements qui s'imposent, l'impôt. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, à apprendre. Fait que ton bac va t'aider dans un certain volet, mais j'espère que tu vas développer les qualités requises pour être un bon investisseur à temps plein. Parce que je vois souvent des gens dire « Ah, toi, tu es ingénieur en bâtiment, Yvan, fait que c'est pas un problème. » Ben, c'est pas un problème pour l'état physique de la bâtisse, mais il y a d'autres aspects à considérer. Comme l'autre qui est comptable, il va être bon avec les chiffres, mais il va être bon dans le reste pour réussir. Fait que faut tout développer ça. Fait que tu as beaucoup de travail devant toi, beaucoup de plaisir qui s'en vient, Pierre-Louis. Donc, ce qui est le fun au début, c'est qu'on a tout à apprendre. Et évidemment, on apprend toujours. Là. Même quand on a des expériences, on continue à apprendre, mais continue à te former constamment. C'est important. Donc, je ne sais pas si les boys voulaient rajouter. Oui, je voulais bonifier Yvan là-dessus, c'est de continuer, même nous, on continue à apprendre. Puis pour faire un lien avec le livre, parce qu'on vient d'en parler, c'était drôle parce que j'avais un ami qui a vu ma bibliothèque et qui avait vu le livre Louer un logement, Charles-André, pour pas le nommer. Et il était parti à l'arrêt parce que c'est louer un logement. Puis là, il dit il est parti à l'arrêt, il dit je pense que tu vas être capable, Jean-Philippe, mais en réalité, on apprend tout le temps, puis avec la lecture de ça, ben on apprend d'autres trucs. Il faut comprendre qu'un truc en immobilier, ça vaut son pesant d'or, là, ça vaut des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Donc, il faut toujours continuer à apprendre. Je vais dans les séminaires aux États-Unis, je continue à apprendre. On apprend en enseignant également dans les cours parce qu'on va avoir différentes personnes. On va apprendre dans le réseautage, dans les soirées mensuelles. Les gens vont nous donner des trucs, puis c'est des trucs, là, je vous dis, ça monte vite, 10, 20.
100 000 $. Et quand on reste aussi en formation, quand on continue à suivre des cours aussi, on se force à être dans l'action aussi. Ça vient alimenter notre désir de rester dans l'action puis de rester dans les acquisitions de bâtiments. Donc, des fois, quand on est chez nous tout seul, on est un peu des fois un peu plus relax. On s'en va dans une formation, on rencontre des gens. Donc, continuez à vous former. C'est le meilleur investissement que vous pouvez pas faire, que ça soit au niveau de l'investissement immobilier ou que ça soit au niveau personnel. C'est ça où est-ce que l'argent, le retour sur investissement, selon moi, est le plus payant dans tous les investissements que vous pouvez faire, incluant l'immobilier, l'investissement sur soi ou l'investissement en formation est le plus grand investissement que vous pourrez jamais faire. Demandez aux gens qui ont suivi le coaching s'ils ont réussi à payer leur investissement initial. C'est des retours sur investissement qui dépassent les 1000%. Là. Donc, continuez à le faire. Je suis persuadé, Jean-Pierre, pour te donner la parole, là, j'imagine que tu abondes dans ce sens-là aussi. Jean-Pierre. Ouais, complètement. Écoutez, les erreurs sont tellement coûteuses en immobilier. Là, on ne traite pas avec des paquets de gomme, là, on traite avec des bâtisses. Puis des erreurs, ça coûte dizaines de milliers, centaines de milliers de dollars. Donc, l'information de qualité, honnêtement, ça se paye. Puis sans être trop biaisé, mais si je suis associé au club depuis autant d'années, c'est que ça marche. Les fondements fonctionnent. Puis c'est pas pour rien, on dit que c'est le club ayant contribué à créer le plus de millionnaires de l'immobilier plus que quiconque au Québec. Et Jean-Philippe le disait bien, hein, les apprentissages, on parle à des gens qui ont fait leur coaching, combien tu paierais maintenant puisque tu as utilisé ce que tu as appris pour t'enrichir. Et quelqu'un récemment, proche de moi, qui a fait le coaching il y a quelques années, me dit, il aurait payé 250 000. Donc, c'est gros. Vous allez dire, ça n'a aucun sens. Mais compte tenu de tout l'argent qu'il a réussi à faire en appliquant les techniques du club, ce gars-là accordait une valeur à ses connaissances de ce montant-là. Et oui, c'est important de continuer de se former, ne serait-ce que lire des livres, participer comme vous le faites au Facebook Live ce midi. Vous restez actif, restez éveillé à ce qui se passe. Et si vous faites de la prospection, n'hésitez pas à investir des sites comme Mon Prospecteur, JLR. Il y en a qui sont scandalisés pour obtenir une liste sur JLR. Des personnels, des propriétaires d'immeubles qui veulent contacter, leur écrire, c'est de l'or en barre, là. Fait que, même chose si vous achetez une offre d'achat. Si l'offre d'achat vous permet de vous enrichir de 50 000 instantanément, payer 5 ou 10 000 une offre d'achat, honnêtement, vous allez devenir très à l'aise avec ça parce que vous allez savoir combien ça vaut. Donc, en guise de conclusion, merci. Merci de nous faire confiance. Merci d'être là. Puis, restez autour de nous et au plaisir de se reparler ou de se revoir en personne quand on le pourra. Hey, merci Jean-Pierre, merci pour ta participation. On va y aller avec un petit apéro, une petite dernière, un petit apéro avec Ken Cud qui dit avez-vous des trucs pour négocier les assurances d'un sixplex? Exemple, monter la franchise versus couverture. Donc, peut-être Jean-Philippe, terminer là-dessus, terminer cette heure. Ouais, terminé. Ben oui, c'est ça, sur le lunch de l'immobilier. Premièrement, Ken, juste pour vous dire, moi, j'ai déjà vécu un incendie dans un de mes bâtiments. Donc, toujours s'assurer qu'on est bien assuré. Okay? Et faites attention, dans l'assurance commerciale, c'est vous qui décidez le montant dans lequel vous êtes assuré. Okay? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir le bon montant d'assurance. Consultez votre courtier en assurance pour s'assurer que vous êtes bien assuré. Moi, j'ai eu tout un combat avec les assurances. Ça a duré 1 an et demi. Finalement, j'ai gagné mon combat de façon assez extraordinaire d'ailleurs, mais ça a été vraiment une période souffrante parce que j'étais un peu sous-assuré dans mon incendie. Bref, ça a été une belle leçon de vie. Je voyais quelqu'un qui disait Nelson Mandela, je perds jamais, soit je gagne ou quand je perds, j'apprends. Je suis d'accord avec ça, j'ai appris, donc je peux vous l'enseigner. Donc, assurez-vous d'être bien couvert. Maintenant, pour baisser les montants de ces assurances-là, ben justement, de bien assurer son bâtiment à la juste valeur. Peut-être donc, on pourrait assurer le bâtiment un peu moins cher si on fait évaluer par un évaluateur agréé les coûts de reconstruction. Donc, on pourrait abaisser notre montant, encore une fois, en étant sûr que c'est le bon montant, première chose. Puis, deuxième chose, qui est la plus facile, augmentez vos franchises. Moi, je vois des gens qui ont du multilogement et qui ont des franchises à 1 000 $. Ça ne fait pas de sens d'avoir une franchise à 1 000 $ dans un immeuble à revenu. Pourquoi? Parce que si vous avez un dégât d'eau de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $, vous le réparez vous-même, vous ne réclamez pas à l'assurance. Parce que si vous réclamez à l'assurance, pour toutes les autres assurances que vous allez avoir, votre montant,
pas votre franchise, mais votre montant d'assurance par année va augmenter et votre valeur d'immeuble va diminuer. Là, on parlait du x20, là. Donc, votre assurance monte de 100 $ par année, bien, votre bloc vient de perdre 2000 $ en valeur par la suite. Donc, on ne veut pas ces problèmes-là. Donc, les assurances sont là pour des dégâts majeurs. Donc, n'hésitez pas à monter vos franchises 2500 si vous n'êtes pas tellement confortable. 5000, moi, généralement, 5000, c'est pas mal mon gauge pour les franchises. Si vous êtes à l'aise, encore une fois, tout dépend de votre gestion de risque. Mais en montant la franchise à 5000, la prime d'assurance descend assez significativement et ça augmente la valeur de votre bâtiment aussi. Donc, les franchises, mettez pas ça à un si bas montant. Comme je l'ai dit, on répare dans l'investissement immobilier et on appelle l'assurance quand il y a un dégât d'eau majeur ou évidemment quand il y a un incendie. Donc, essayez d'augmenter les franchises pour diminuer votre prime d'assurance. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu avais un complément d'information là-dessus ou on retourne à Yvan. Non, c'est exactement ça, Jean-Philippe. Comme gestionnaire, je pense que vous avez la responsabilité de baisser vos dépenses, d'augmenter vos revenus et les assurances font partie de ça. Donc, traitez avec un bon courtier d'assurance qui peut magasiner le marché. Puis Jean-Philippe l'a bien dit, augmenter vos franchises. C'est tout des trucs. Puis en vous occupant bien de vos immeubles, ça crée aussi une relation de confiance avec votre courtier d'assurance ou votre assureur. Et on voit que vous êtes à vos affaires, donc ça peut jouer sur les recommandations. Excellent. Hey, merci Jean-Pierre, merci Jean-Philippe. On se dirige vers la fin, donc on espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé avec vous. Avec un 3 pour 1, je pense que vous étiez dans un 5 étoiles aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la qualité des trucs, d'informations. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe, Jean-Pierre, un petit mot de la fin avant de quitter. Encore une fois, merci. Puis bravo de prendre du temps d'investir sur vous-même. Je suis sûr que vous auriez eu plein d'autres choses à faire ce midi, mais là, vous avez consacré du temps à améliorer un peu votre vie. Et après ça, les gens vont vous traiter de chanceux, chanceuse, alors que vous avez simplement fait des choses différemment pour apporter de la liberté, de l'indépendance dans vos vies. Fait que félicitations, ça vous sera rendu. Absolument. Moi, je dois juste ajouter que c'est un honneur de partager l'écran avec vous, messieurs. Je pense j'ai la chance de partager ça avec 2 piliers de l'investissement immobilier au Québec. Fait que je suis juste honoré. Je voulais finir avec une touche de gratitude de partager l'écran avec vous aujourd'hui. Excellent, c'est réciproque. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Pour les gens, on se revoit lundi prochain à midi pour un autre lunch immobilier avec le club. Et d'ici là, restez dans l'action, faites bien les choses et go, 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 comme dirait l'autre. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci, bye bye.